C'est l'un des plus beaux lieux de Bruxelles, chargé d'histoire, mais un lieu vivant aussi. Derrière ces grilles, tout un monde s'active chaque jour. Militaires et policiers en assurent la garde. Symbole du pouvoir, il est redevenu sous le règne de Philippe le lieu par excellence où travaille le roi. Pour y pénétrer, il faut montrer patte blanche. Exceptionnellement, nous vous en ouvrons les portes. Le roi arrive ici chaque matin vers 8h15, après avoir conduit ses enfants à l'école. Dans la cour d'honneur, deux huissiers, Thomas et Jean-Marie, l'attendent. Nous sommes dans l'aile gauche de l'édifice, là où se trouve le bureau du roi. Un coup de fil, le roi est là, son porte-document aussi, il est 9h. La première réunion de la journée peut commencer. Le chef de cabinet du roi, Franz Vandal, 67 ans, son secrétaire général Philippe Kridelka, 54 ans, sa conseillère économique Geneviève Renaud, 55 ans, sont les premiers à entrer dans la salle Troïka. Le roi a déjà jeté un œil sur les journaux du jour. Il a pu consulter une revue de presse de l'actualité royale. La revue de presse globale est assurée par l'un de ses officiers d'ordonnance. Il égrène les principaux sujets du jour. On voit également dans les... Le chef de cabinet et les conseillers s'expriment chacun leur tour dans leur domaine de compétences pour apporter l'une ou l'autre précision. Le briefing ne dure pas très longtemps, une demi-heure tout au plus. Le temps du roi est minuté. Ce matin-là, Philippe s'entretiendra ensuite en privé avec son chef de cabinet et son secrétaire général. Le roi et son entourage ne sont pas les seuls à travailler au palais. Une cinquantaine de personnes s'activent quotidiennement au sein de l'édifice. Micro test 1, 2, test micro. Ce matin-là, les 158 ambassadeurs accrédités auprès du roi viennent présenter leurs vœux au souverain. L'escorte royale se met en place. Un à un, les chefs de mission diplomatique se présentent à l'accueil. La sécurité scanne les invitations. Au rez-de-chaussée, 3 employés du palais se chargent de recueillir les manteaux des diplomates. Chacun leur tour, ils prennent le carton qui indique leur emplacement dans l'une des 7 zones prévues pour faciliter le déroulement de la cérémonie. Dans le salon du penseur, les souverains prennent place pour une tradition instaurée par Léopold Ier en 1835. Il n'y a jamais eu autant d'ambassadeurs présents qu'en cette année 2014. Le chef du protocole adjoint, Alain Gérardi, 47 ans, mentionne les noms et provenances de chaque ambassadeur. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Principauté de Liechtenstein et Madame Jagr. C'est l'heure des vœux au souverain. À une dizaine de mètres de là, quelques-uns des 20 employés mobilisés pour l'événement achèvent de remplir les plateaux d'argent. Champagne, jus d'orange et de tomates, eau plate et autres colas sont alignés dans un ordre impeccable. Les petits fours suivront dans la salle des glaces, décorée par Yann Favre. De quoi alimenter les conversations avec ses hôtes de prestige. D'autres hôtes de marque ont été reçus au palais durant ces 500 jours de règne. Barack Obama, le président chinois, ou ici le 12 novembre dernier, Felipe et Laetitia d'Espagne. Pour ces visites de prestige, l'édifice est pris d'assaut par plusieurs corps de métier. On donne un dernier coup d'aspirateur, on met en place les dernières garnitures florales, l'adjoint au commandant des palais donne ses dernières consignes. Mais c'est important que vous le savez bien, vous s'adressez là, et toi tu l'accompagnes dans le royal. Une fois qu'ils sont entrés dedans, pendant 10-15 secondes, la presse peut faire des photos dans le royal. Et puis après, vous rentrez avec des boissons, enfin café, thé, et éventuellement avec des boissons. Fin de la cérémonie d'accueil à l'extérieur du palais. La garde rapprochée du roi est présentée au chef d'État espagnol. À leur tour, les 2 rois Philippe et leurs épouses gravissent les marches de l'escalier d'honneur conçu par l'architecte Bala pour Léopold II. Après la photo d'usage dans la salle Empire, les souverains espagnols quittent provisoirement l'édifice. Ils reviendront pour le déjeuner. Pendant ce temps, au sous-sol, voici la cuisine du palais. Elle ne sert plus que pour ce genre d'occasion. Les cuisiniers d'un célèbre traiteur fournisseur de la cour
mettent en place les ingrédients choisis pour ce repas de midi. L'heure est au dressage des plateaux. Le 5 et le 6. Parfait. Ouais. C'est beau. C'est ici qu'aura lieu le déjeuner, dans le salon du Vase, au premier étage. Pierre Warnotz, 63 ans, chef du protocole, et Pierre-Emmanuel Debau, 48 ans, directeur médias et communication, règlent les derniers détails logistiques. La presse nationale et espagnole arrive dans quelques minutes pour filmer le début du déjeuner. Il n'y aura pas de discours, donc pas besoin de placer un micro, pas besoin non plus de faire entrer d'éventuels preneurs de son. Il est 13h, revoici les souverains espagnols, suivis de près par leur garde du corps. Un doute subsiste encore sur la présence ou non du Premier ministre belge à ce déjeuner. Et on change, et on met là, s'il vient. J'attends voir le téléphone. Les cartons indiquant les places seront changés au dernier moment. Au menu, carpaccio de bar sauvage, rable de lièvre et soufflé très chocolat. C'est le roi qui s'assied en premier. Autour de la table, ils sont 10, pas plus. Les 4 souverains, les 2 ministres des Affaires étrangères, les chefs de cabinet des rois, le président de la Chambre et la présidente du Sénat. Le roi Philippe connaît bien les lieux. Il a habité le palais entre la fin des années 80 et son mariage en décembre 99. Pour la reine Laetitia, tout est prévu. Si elle n'aime pas le lièvre, on lui proposera à la place du filet de sole ou de la volaille. Le roi d'Espagne est l'un des très nombreux chefs d'État reçus au palais en 500 jours de règne. Mais il est l'un des rares à avoir été raccompagné en voiture par le couple royal jusqu'à l'aéroport. Cette visite est l'une de celles qui ont marqué le roi depuis le début du règne. Il le confie quelques jours plus tard à ses collaborateurs. C'était vraiment un très bon contact. J'étais heureux du déjeuner qu'on a eu avec le ministre des Affaires étrangères aussi, espagnol, mais aussi de chez nous, M. Renders. Et c'était une discussion très à bâton rompu, très intéressante. Mais le roi ne reçoit pas que des chefs d'État étrangers au palais. Au fil des jours, les visites se succèdent, dans tous les genres, dans tous les styles. Certaines sont insolites, comme l'arrivée de l'agneau pascal offert chaque année aux souverains par les abattoirs d'Anderlecht. D'autres sont beaucoup plus fastueuses, comme la réception plusieurs fois par an des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs en poste à Bruxelles. Le roi y arbore le grand cordon de l'ordre de Léopold. Cette activité lui permet d'entretenir ses contacts avec les milieux diplomatiques de tout pays. Les réceptions au palais, ce sont aussi des événements plus culturels, avec les concerts d'automne et de Noël dans la magnifique salle du trône. Lors du dernier en date, il y a 1 an, le roi était revenu d'Afrique du Sud juste à temps. Un employé du palais avait donc hissé quelques minutes plus tôt le drapeau national sur le dôme de l'édifice, comme à chaque retour du roi sur le territoire belge. Prévue pour les grands événements, la salle du trône avec ses dorures, ses 11 lustres en bronze et ses 1100 mètres carrés au sol peut accueillir plus de 650 personnes. Elle peut se transformer en salle de banquet pour des dîners d'État, comme ici lors de la visite du président indien. Mais elle sert aussi de cadre à un événement attendu chaque année sur le plan politique, le discours de Nouvel An aux autorités du pays. Le roi y joue alors son rôle de chef du pouvoir exécutif. Merci nombreux. Car le palais royal est avant tout le lieu de travail du premier personnage de l'État. Pour mieux s'informer, le roi y a déjà convoqué plusieurs tables rondes en 500 jours de règne. À le mettre sur pied en Chine. Le système qui sont... Lors du débriefing de cette table ronde, dans son bureau, Philippe en rappelle toute l'importance à 2 de ses collaborateurs. Mais ces tables rondes sont un instrument formidable. On arrive à mettre autour de la table différents acteurs qui n'ont pas toujours l'occasion de se voir. On arrive à une discussion commune, à des conclusions, même si c'est jamais achevé, mais ça aide, je pense, à faire une synthèse sur un sujet.
et ça fait avancer les choses. C'est dans ce bureau que le chef de l'exécutif signe la plupart du temps les arrêtés royaux et autres documents soumis à sa signature. 1500 en tout depuis le début de son règne. C'est ici aussi que le roi reçoit seul à seul chaque lundi le Premier ministre. La rencontre dure entre une demi-heure et 1 heure. On y aborde les principaux dossiers politiques. Ce pouvoir du roi de consulter dans la plus grande discrétion est essentiel au bon fonctionnement de l'État. Restons un instant encore dans le bureau du roi. Philippe y prépare aussi ses activités officielles. Exemple ici, une visite chez Actiris, le service d'aide à l'emploi de la région bruxelloise, un thème qui lui tient particulièrement à cœur. Cette visite ce matin, Sire, s'inscrit dans toute la série d'activités que vous avez eues depuis votre prestation de serment dans le domaine de l'emploi des jeunes et de la lutte contre le chômage des jeunes. Je me réjouis aujourd'hui aussi Quand les audiences s'enchaînent, comme c'est souvent le cas, Jean-Marie, l'huissier de service, apporte les indispensables rafraîchissements pour tenir le rythme. Car le Palais Royal est aussi un lieu de convivialité. Enfin, le roi reçoit aussi en audience certains chefs d'État de passage à Bruxelles, comme le président du Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, mais aussi des personnalités méritantes, le prix Nobel François Englert, ou encore les joueurs de l'équipe nationale de football à leur retour de la Coupe du Monde au Brésil. Moins connu que le bureau du roi, le palais de Bruxelles possède aussi son propre bureau de poste, son service d'archives, ses ateliers au sous-sol pour les artisans qui y travaillent, mais aussi son propre service social. Il est situé ici, au rez-de-chaussée de l'hôtel de maître, à gauche du palais. Aujourd'hui, le roi Philippe vient... Le roi Philippe n'est pas le seul membre de la famille royale à travailler au palais. La reine Mathilde occupe un bureau tout près du sien, dans l'aile gauche du bâtiment. La princesse Astrid, le prince Laurent et leurs conseillers possèdent aussi leur bureau, mais dans l'aile droite de l'édifice. Le midi, le roi mange la plupart du temps au palais, dans son bureau. Le repas préparé par la cuisinière de Laken est apporté par un chauffeur. Le souverain quitte son lieu de travail vers 18 h, souvent plus tard, pour retrouver sa famille. C'est la reine qui va rechercher les enfants à l'école. D'autres activités les attendent le soir, officielles ou plus privées. Et c'est comme cela depuis 500 jours. Jusqu'à présent, dans cette émission, vous avez pu découvrir les souverains côté pile. Les voici à présent côté face. Malgré un agenda très chargé ces 500 premiers jours de règne, la reine Mathilde réserve à ses enfants de précieux moments de complicité. Ici, avec son aînée, la princesse Elisabeth, l'héritière du trône, a eu 13 ans en octobre. Mère et fille s'offrent une visite des serres royales de Laken attenant au château. Petit exercice, la reine demande à sa fille de lui lire ses chiffres romains. 1876. Si tu le dis, je le crois. Et elle a bien raison de la croire. C'est cette année-là que la grande rotonde des serres a été achevée. Tu vois, c'est pour là que le roi Léopold II a dû acheter lors dans un de ses voyages en Extrême-Orient. Et ça, c'est... Tu sais ce que c'est, ça? Tu sais pas? Tu vois, la statue? Diane la chasseresse. Son papa t'expliquerait ça. Les lieux sont chargés d'histoire, et pas n'importe laquelle, celle de la famille de la jeune princesse. Nous sommes dans l'atelier de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Elisabeth, une pièce habituellement préservée des visites. C'est incroyable. La princesse découvre pour la première fois des objets qui ont appartenu à l'ancêtre, à qui elle doit son prénom. Les sculptures qu'elle a réalisées, les livres qu'elle lisait. C'est vraiment émouvant. Et même ce disque que la reine a enregistré. Tu sais ce que c'est, le gramophone? Ce sont des anciens disques. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu sais quoi? Ce sont des anciens disques. T'as pas connu? C'est ceux qui est venu avant les CD. Regarde, ça va là. Ça va sur le gramophone. Durant ces 500 premiers jours de règne, on a pu voir fréquemment la princesse Elisabeth, mais aussi ses frères, accompagner les souverains à diverses activités. La reine Mathilde avait prévenu en reprenant le haut patronage du concours Reine Elisabeth. Elle tient à ce que ses enfants participent.
La musique est une passion familiale qui se transmet de génération en génération. Ensemble, les enfants royaux forment d'ailleurs un véritable orchestre. Elisabeth et Gabriel jouent du piano, Emmanuel de la flûte, la petite Éléonore apprend elle le violon. Le couple royal a aussi inculqué à ses enfants le goût du sport. On a pu voir la famille, au complet, assister à un entraînement des Diables Rouges. Avec leur grande sœur, Gabriel et Emmanuel ont échangé quelques balles avec les joueurs. Mais c'est surtout la crosse que l'aîné aime manier. Le fils du roi joue au hockey au White Star des Verts. Voilà. Les balades à vélo, une véritable institution familiale. Lorsqu'ils se retirent en Vendée l'été notamment, les loisirs ont su garder une place importante malgré les nouvelles fonctions de Philippe et Mathilde. La famille rejoint le centre de Bruxelles depuis le château de Laken. En tête du peloton, le roi Philippe et son aînée, surnommée simplement Lisa, dans l'intimité. À 6 ans, la cadette a encore besoin de l'aide de sa maman pour traverser la capitale. Le ski, un autre hobby très sportif que le chef de l'État continue à pratiquer en famille. Comme lorsqu'il était prince, il se rend au sport d'hiver durant les vacances de carnaval. Il a transmis cette passion aux enfants dès leur plus jeune âge. Chaque année, les souverains louent un chalet à Verbier, en Suisse. Le roi Philippe et la reine Mathilde sont finalement des parents comme les autres. Pendant les vacances, ils cherchent eux aussi à occuper leurs enfants, avec des sorties ludiques qui leur permettent à nouveau de transmettre des savoirs. Sur la nature, par exemple. Récemment, c'est au fort de Lonsin que toute la famille est partie en excursion, à l'exception de la princesse Éléonore, un peu trop jeune pour l'activité. Les habitudes ont peu changé depuis que Philippe est monté sur le trône. Chaque matin, c'est le roi qui se charge de conduire les enfants à l'école. Après les cours, c'est Mathilde qui s'y colle. Elle supervise ensuite les devoirs, apporte des explications s'il le faut. Des moments auxquels le chef de l'État participe également lorsqu'il le peut. Comme tout un chacun, le roi Philippe tente de concilier sa vie de famille et ses obligations. Il se doit également de faire participer les enfants royaux à la vie publique. Le jour de la fête nationale, ils s'étaient illustrés par leur comportement irréprochable. Postés sagement dans la tribune royale, ils attirent tous les regards. S'ils ont toujours été l'objet de l'attention des médias, celle-ci s'est amplifiée depuis que leur père a pris ses nouvelles fonctions. Et plus particulièrement pour la princesse Élisabeth, désormais première dans l'ordre de succession. Ce qui est également surveillé de près, c'est sa connaissance des langues nationales. En future reine des Belges, elle se doit de les maîtriser. Elle a récemment fait ses preuves lors de son tout premier discours en public. 100 jaar geleden begon de grote oorlog. Duizenden soldaten verlaten hun families voor het front. Aujourd'hui encore, la guerre brise des vies. À nous les jeunes de lever haut notre flambeau et de former comme aujourd'hui un front de lumière. Reprendre le flambeau, la jeune princesse héritière commence doucement à s'y préparer. Au sein d'une famille unie, une famille presque comme les autres, même si elle est plus exposée qu'avant.